Bonjour à tous, je vous parle de mythologie aujourd'hui et en particulier du mythe du labyrinthe. Alors j'ai choisi ce sujet, ou plutôt les abonnés de la chaîne l'ont choisi, parce que il y a 10 jours ou 2 semaines, j'avais soumis au vote dans une vidéo en anglais sur les objets asiatiques plusieurs propositions de sujets, et c'est celui-ci, le labyrinthe, qui a gagné. Donc l'expérience ayant été plutôt concluante, donc je pense que je la retenterai, et cette fois en vous avertissant dans une vidéo en français sur la possibilité de voter pour le prochain sujet que vous voulez écouter. J'aime beaucoup parler de mythologie parce que le sujet est très vaste. Ça ne sont pas seulement des histoires merveilleuses, fantastiques. Derrière, il y a d'autres portes qui s'ouvrent sur l'histoire, sur l'ethnologie, sur la psychologie. Et c'est de ces différentes dimensions que je vais aussi vous parler. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo est faite pour votre détente, votre relaxation, et donc je ferai attention à toujours rester facile à suivre. La seule chose que vous ayez à faire, c'est laisser ma voix vous guider. Alors déjà, il y a une première dimension narrative dans les histoires mythologiques, et ce qu'il est intéressant de remarquer ici, c'est que énormément, voire presque toutes les histoires que nous connaissons, issues des contes, des romans, des fables, des films, ont en fait des traits communs. Elles partagent un certain nombre de schémas de narration, des fils conducteurs, et quasiment tous ces fils conducteurs étaient déjà dans les histoires mythologiques. Je vais vous donner un exemple qu'on va retrouver dans le mythe du labyrinthe à travers l'histoire de Thésée qui s'aventure dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure qui en est le gardien. C'est le schéma narratif du voyage initiatique. Le voyage initiatique, c'est une histoire avec un personnage principal, un héros ou une héroïne qui va traverser des épreuves, et à travers ces épreuves découvrir le monde, mais aussi, surtout, se découvrir elle-même ou lui-même, et en sortir transformé, meilleur généralement. Et ce schéma narratif qui est celui du parcours de Thésée dans le labyrinthe est quelque chose qui a été réinventé ou réutilisé un nombre incalculable de fois, y compris dans des formes très modernes,
Si vous prenez des films, par exemple, récents, comme Avatar ou Gravity, deux films qui apparemment n'ont pas grand-chose directement en commun, en fait, partagent un fil conducteur très proche qui est suivre un personnage, un héros, à travers les épreuves et la transformation de sa personne jusqu'à un nouvel état dans lequel il a gagné en conscience, en accomplissement de lui-même. Et cet exemple du voyage initiatique vaut pour tous ces archétypes de récits qui sont en fait déjà contenus dans des mythes élaborés à l'époque de la Grèce ancienne, il y a plus de 25 siècles. Une deuxième dimension du mythe, si on creuse un peu plus loin, c'est que les mythes sont toujours des fables ou des paraboles. Ils nous disent quelque chose sur le comportement que l'homme doit adopter, sur la façon dont les hommes se voient. Et là encore, le mythe du labyrinthe, à travers l'histoire d'Icare, dont je vous parlerai également, reflète cette dimension d'avertissement ou une dimension presque sociale du mythe. Et si on va encore plus loin, il y a aussi une dimension psychologique, psychique dans les mythes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils perdurent et qu'ils sont constamment réinventés, parce que consciemment ou non, ce sont des histoires qui éveillent notre intérêt, parce qu'elles rentrent en résonance avec nos aspirations, nos peurs. Elles sont un peu une façon de les apprivoiser ou d'y apporter quelques réponses. Et là, par exemple, il est intéressant de voir que dans beaucoup de mythes ou de contes, l'histoire tourne autour d'une ascension du héros, une ascension sociale, par exemple. Dans énormément de contes de fées ou de mythes, on vous raconte l'histoire de quelqu'un qui s'extrait de sa condition, d'un paysan qui épouse une princesse, de Cendrillon qui épouse un prince, d'un homme qui s'élève au niveau d'un demi-dieu ou d'un dieu. Alors on peut bien sûr y voir une aspiration à l'ascension sociale et à la reconnaissance par les autres, mais il y a peut-être une dimension encore plus profonde du psychisme de l'homme qui est une aspiration à s'élever en termes de conscience, c'est-à-dire en accédant à la noblesse, à la divinité, la possibilité d'élever sa conscience à un niveau supérieur, de ne pas vivre seulement dans les strates au niveau les plus basiques de la conscience, mais
d'aller plus loin, plus haut, de devenir un être plus complet que nous avons peur de l'être. Et très souvent, c'est aussi de cette dimension psychique que nous parlent les mythes, qu'ils soient grecs ou d'autres origines. Alors pour parler plus précisément du mythe du labyrinthe, il y a en fait deux histoires principales autour de ce labyrinthe. Il y a aussi plusieurs versions de ces histoires, mais je vais retenir la plus communément admise, qui est que pour les Grecs, pour les Athéniens, le labyrinthe était une construction sur l'île de Crète, un réseau de couloirs entremêlés dans lequel on perdait son chemin et qui avait été construit sur l'ordre du roi de Crète, Minos, par un architecte nommé Dédale, dont le nom est passé dans le langage courant. Un dédale, c'est quasiment un synonyme de labyrinthe. C'est une structure dans laquelle on se perd. Et à partir de là, deux histoires principales sont apparues. La première, c'est celle de Dédale et de Icare, son fils. Le père et le fils étaient d'origine athénienne et ils étaient en exil ou prisonniers en Crète et désireux de s'enfuir de Crète. Mais ils ne pouvaient pas le faire par la terre ni par la mer qui était contrôlée par Minos. Et Dédale a eu l'idée de fabriquer avec de la cire et des plumes des ailes qu'ils se sont collées sur les bras pour pouvoir s'envoler et fuir par la voie des airs. Mais le père savait que cette fuite pouvait être dangereuse parce que les ailes étaient fragiles, elles étaient faites avec de la cire, et donc il recommande à Icare, son fils, de voler sans s'approcher du soleil dont la chaleur pouvait faire fondre la cire. Mais son fils a été imprudent et attiré par le soleil, s'en est trop approché, si bien que la cire a fondu, il a perdu ses ailes et il est tombé dans la mer pour y disparaître. La deuxième histoire, plus connue, c'est celle de Thésée, du Minotaure et d'Ariane. Thésée, c'était un héros d'Athènes et selon le mythe, Athènes était sous la domination de Minos qui forçait la ville à lui livrer un tribut. Tous les 9 ans, Athènes devait offrir en sacrifice à Minos et à son Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau qui vivait dans le
labyrinthe, une sorte de monstre, devait lui offrir 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en sacrifice. Et refusant cette situation, Thésée décide de partir avec les 14 jeunes personnes. Il arrive en Crète, il séduit la fille de Minos, Ariane, et sachant que dans le labyrinthe où vont être envoyés les Athéniens, il est impossible de retrouver son chemin, Ariane lui offre une pelote de fil, le fil d'Ariane, qu'il va dérouler derrière lui pour pouvoir sortir du labyrinthe. Et selon le mythe, le héros Thésée parvient donc à rentrer dans le labyrinthe, à affronter et à tuer le Minotaure, puis à ressortir grâce au fil d'Ariane qui lui permet de retrouver son chemin. Ces deux histoires reflètent ce que je vous évoquais au début sur les différentes dimensions du mythe. Par exemple, l'histoire de Icare qui désobéit à son père, qui manque d'obéissance, a bien cette dimension d'avertissement, d'édification du public. On explique que désobéir à l'autorité du père en particulier produit des conséquences catastrophiques. Mais un peu plus profondément, c'est aussi une parabole sur la nécessité pour l'homme de respecter sa condition, de respecter ses limites. Certes, l'homme peut être ingénieux et faire face à l'adversité par son intelligence, en inventant par exemple ses ailes, mais s'il oublie ses limites, s'il les outrepasse, il prend le risque d'être puni, et c'est quelque chose de très courant dans la pensée grecque. Les Grecs se méfient, du moins leurs philosophes, se méfient de l'excès sous toutes ses formes. Pour des cas extrêmes, ils ont même inventé un concept qu'on appelle l'hybris. Et l'hybris, c'est quelque chose qu'on pourrait traduire par la démesure. C'est le fait de laisser son ego, ses ambitions, grossir très au-delà du raisonnable, ce qui entraîne des conséquences catastrophiques, aussi bien pour la personne qui se livre à l'hybris que pour l'ensemble de la société. Le deuxième récit, celui de Thésée et du Minotaure, là aussi reflète cette dimension de la capacité de l'homme, par son intelligence, à triompher de l'adversité. C'est grâce au fil d'Ariane, par une astuce. Très souvent, dans les mythes grecs, il y a l'importance des astuces. Ulysse, par exemple, dans l'Odyssée, est astucieux.
il a des bonnes idées, des petites combines qui permettent de s'en sortir. Et derrière, il y a cette idée que l'homme est doté d'une créativité, d'une intelligence, d'une capacité d'adaptation dans l'adversité qui peut lui permettre de s'en sortir. Mais on retrouve aussi exactement cette dimension du voyage initiatique que j'expliquais auparavant à travers son épopée dans le labyrinthe et en Crète en général. Thésée trouve l'amour avec Ariane. Il puise dans ses ressources la force de tuer le Minotaure. Et cette histoire est aussi une forme de métaphore de la découverte du monde et de soi. Le labyrinthe, c'est avant tout une construction. Elle fait partie du monde extérieur, mais ça peut aussi être vu comme une image de la complexité de l'esprit, au centre duquel se cache un monstre un peu hybride, un mélange d'homme et de bête qui ressemble à une forme d'esprit animal qui serait un peu tapi dans la complexité de l'esprit. Et c'est en tuant cet animal et cette animalité que le héros se libère. Et bien sûr, pour héros, il faut comprendre l'homme en général, se libère de lui-même autant qu'il libère le labyrinthe et ses compatriotes du monstre. Peut-être que si on adopte un angle psychique ici, ce genre de mythe est une façon imagée de commencer à percevoir, à conceptualiser ce que bien plus tard la psychologie ou la psychanalyse vont nommer en découpant conceptuellement l'esprit entre différentes pulsions, différents niveaux. On peut penser que métaphoriquement, le Minotaure, c'est ce que la psychanalyse appelle le ça dans l'être humain. Cet aspect pulsionnel que le mythe nous invite à contrôler, à vaincre pour devenir meilleur, plus humain, plus complet. Et il est intéressant aussi de voir que Thésée ne triomphe pas que grâce à lui-même. C'est également l'amour, Ariane, qui lui offre l'outil avec ce fil, la force de triompher du labyrinthe et symboliquement de lui-même. Donc, comme vous le voyez, derrière un récit séduisant au premier degré, on a des aspirations sans doute beaucoup plus profondes, des niveaux d'interprétation qui, plus de 25 siècles après l'invention de ce mythe, continuent encore
de nous accompagner et sans doute sous des formes sans cesse renouvelées vont continuer à produire des histoires qui feront partie de notre quotidien. J'espère que cette introduction vous a intéressé et qu'on se retrouvera bientôt.